Bonjour, aujourd'hui nous recevons Janine Redon. Oui, bonjour. Voilà, soyez la bienvenue madame. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des Entretiens de la Glorieuse, hein, le petit journal montpelliérain Oui, que je connais. piquant. Oui. Voilà, qui sont publiés tous les mardis depuis 6 ans. Donc vous êtes historienne, écrivain. Oui. Donc vous avez écrit plein de bouquins. Donc la nouvelle histoire de Montpellier. Voilà. Historienne et archéologue. Vous avez fait vos études à Montpellier et à Toulouse. Surtout à Montpellier. Vous êtes originaire du Gers et un peu de l'Afrique du Nord. Oui. Voilà, alors un autre bouquin, Découvrir le Clapas. Voilà, des balades dans le Clapas à Montpellier. Et puis aussi l'histoire de Montpellier. Ça, c'est plus chronologique. Voilà, ça c'est chronologique. Et ça c'est quoi, ce gros pavé? D'après tous ceux qui ont fait l'histoire de la ville. C'est ceux qui ont fait l'histoire. Donc voilà. Vous êtes vous êtes retraité de l'Éducation nationale, mais vous travaillez toujours. Vous êtes né en 1942 et vous travaillez dans l'immobilier. Vous êtes mandataire. C'est ça. Donc vous avez écrit plus de 6 livres sur le Clapas, Découvrir le Clapas, Histoire de Montpellier, au travers du siècle des Guillem. Vous êtes guide conférencière et professeur de collège aussi. Oui, j'ai été professeur de collège. Voilà. Autre chose à ajouter? Autre chose? Je m'occupe de l'association des Amis du Vieux-Montpellier. Ah oui, alors les Amis qui Voilà. sert à quoi alors? Ça sert à quoi À faire connaître la ville. Ouais. D'une façon un peu différente de ce que font les offices de tourisme, avec des thèmes qui sont différents, et puis qui sert aussi à mettre l'accent sur ce qu'on pourrait améliorer dans le secteur sauvegardé. D'accord. Donc, c'est dans cette optique que nous préparons une nouvelle, un livre blanc actualisé pour signaler ce qu'il faudrait améliorer dans le Montpellier. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans Montpellier? Oui, il y en a sur certains points c'est fait, sur d'autres il faut encore. Je prends un seul exemple, les plaques commémoratives. Où elles tombent en ruine, ou il n'y en a pas. Les quoi? Les plaques Ah oui. commémoratives. D'accord. Voilà. Donc c'est un sujet parmi d'autres. D'accord. Donc, avant de partir sur les questionnements, le numéro 1026 de la Glorieuse, avec à la une, Cluster 17, Dormagin, Calimero du sondage, l'ex-directeur de campagne de Clotilde Ollier, retoqué par le Conseil d'État. Vous savez qui c'est Clotilde Ollier? Ça me dit quelque chose, mais C'est une écologiste qui s'est présentée aux élections municipales. Ah, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Ensuite, on revient sur la députée Christol, il y a Bombanania. La décentralisation, l'Occitanie, c'est fini, point d'interrogation. On reviendra là-dessus. Ensuite, un article sur Pierre-André, dégagé une deuxième fois par Michael Delafosse, revient avec un gag. Janine Redon, vous êtes retraitée depuis 15 ans de l'Éducation nationale, vous écrivez, vous faites des conférences, vous vendez des biens immobiliers. C'est quand la retraite, hein? Si un jour je ne suis plus en forme, mais autour de moi, j'ai des membres de ma famille qui ont toujours travaillé jusqu'au dernier moment en forme. D'accord. Ou à peu près. Bon, c'est l'actu, là. Vous en pensez quoi, cette réforme des retraites? Oh là là. Alors, j'en parle librement, puisque moi, je fais ce que je veux. Hein. Vous êtes une retraitée qui travaille. Oui, non, mais j'estime qu'il devrait y avoir la liberté de choisir. Voilà. C'est tout. La liberté. Oui. Il faut la liberté. Oui. Et pas des décisions imposées. Et surtout, quand les gens ne sont pas d'accord, on n'insiste pas, quoi. Alors, travailler sur Montpellier, ça vous place dans quelle catégorie par rapport à des villes qui sont riches comme Arles, Nîmes, Narbonne ou même Agde? Alors, actuellement, je travaille sur l'ODEV. D'accord. Non, mais on parle de Montpellier, là, parce que tous les bouquins, c'est Montpellier. Oui, d'accord. Voilà. On parlera de l'ODEV après, si vous voulez. Moi, c'est une ville à laquelle je suis très attachée. Même si je ne suis pas née à Montpellier, j'ai l'impression que c'est ma ville. Parce que
à une époque où c'était une ville un petit peu, enfin tranquille, on va dire. J'ai eu le coup de foudre pour cette ville. Et je la préfère à Toulouse, alors que du fait de l'origine de ma famille, je devrais plutôt être tournée vers Toulouse. Non, je préfère Montpellier. Pourquoi? Ah ben, ça se commande pas. Non, j'exagère. Parce que c'est une ville qui a un passé qui est très intéressant, une personnalité qui n'est pas comme les autres, et à qui aussi, de temps en temps, il faut rafraîchir la mémoire. Hmm. Parce que il y a des périodes comme ça où il se passe quelque chose de grave ou de bouleversant, et il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui arrivent, et du coup, la mémoire de la ville s'estompe. Voilà, donc on nous explique dans les écoles à Montpellier que Montpellier a été créé à peu près en l'an 1000. Oui. Et alors, ma question c'est, qu'est-ce qu'il y avait avant l'an 1000 sur le Clapas? Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des domaines qui étaient l'héritage de l'Antiquité gallo-romaine. Sur le Clapas? Oh ben, autour. Ah, autour, d'accord. Euh, et puis, beaucoup plus loin avant, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Nouvelle histoire de Montpellier, il y avait un peuplement tout autour. C'était diffus, c'était pas bien sûr une ville, mais ou un village, mais il y avait quand même une vie. Sous les Romains, il y avait Castelnau-le-Lez qui existait. Ah oui, même avant. D'accord. Cassano est plus ancien. Et ici, il y avait des villas, des exploitations agricoles Hmm. qui existaient. Et maintenant, il reste un nom, par-ci par-là, un nom. Quoi comme nom, par exemple? Alors, Le château d'eau, par exemple, ça fait partie des non, noms? non, 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 ça, pas du ça n'a tout. rien à voir. Pas du tout. L'aigle Euh, longue? non plus. Ah non, ça c'est trop loin. Ah oui. Non, mais euh, bon, il y a un nom qui me vient à l'esprit. Il est pas gallo-romain, mais c'est un site qui est resté important. C'est Saint-Côme et Damiens. C'est? Saint-Côme et Damiens, c'est en face du stade Philippides. Ah oui, d'accord. Sous le stade Philippides, il y a les vestiges d'une villa gallo-romaine d'ailleurs, D'accord. qui a été très partiellement fouillée. Ok. Et de l'autre côté en face, il y a les restes d'une chapelle. Quand il y a eu les travaux, ben, on a pris des photos. Hein. Et dessous, il y a encore il y a un cimetière qui est très très ancien, puisque la tombe la plus ancienne qui a été découverte, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres en dessous, hein, elle a été datée de 781. Vous voyez? D'accord. Et c'est un lieu important de Montpellier. C'était le lieu où chaque année, les chirurgiens, leur saint patron c'est Saint-Côme et Damien, hein, allaient en procession pour une célébration religieuse, donc dans la chapelle. D'accord. Et pendant le Moyen-Âge, il se passait quoi à Montpellier? Ah, beaucoup de choses. D'abord l'université qui apparaît, et aussi la politique très intelligente des seigneurs de Montpellier, les Guillem, qui ont su ouvrir la ville à toutes les compétences en fait, et encourager les échanges avec tous les pays possibles. Ça s'est encore plus développé avec leurs descendants qui étaient Jacques le Conquérant. Là, alors, ça a été la période, l'âge d'or hein, de Montpellier. Il y en avait combien de Guillem? Alors, il y en a eu 9. D'accord. Il y en a eu 9, mais le Guillaume IX est entré en conflit avec sa sœur qui était l'héritière véritable, parce elle était du premier mariage de Guillaume VIII. Enfin, il y a eu un conflit dans lequel le pape a mis de l'ordre en disant non, l'héritière c'est Marie de Montpellier. Au passage, ça veut dire que les femmes pouvaient donc assumer une seigneurie. C'est pas la seule. Hein. Voilà. Donc ça s'est fini avec. Enfin, la dynastie s'est terminée avec les rois de Majorque, descendants des rois d'Aragon, leurs héritiers pour la partie est du royaume très grand d'Aragon, Du royaume Aragon d'Aragon. Major, Oui. voilà. Et, et puis ça s'est fini en 1348, quand, 47 et 48, quand Philippe VI de Valois a racheté les droits sur Montpellier, droits seigneuriaux sur Montpellier. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de Latte et de Maguelone dans l'histoire de Montpellier? Alors, Latte a quand même été un port tant bien que mal. Ça a été un port entre quelle date et quelle date? Alors, avant notre ère, D'accord. puisque les fouilles, d'abord la découverte par Henri Prade, hein, qui est vraiment l'inventeur de ce site,
J'ai entendu dire, puisque je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître, de fouiller même avec lui, il disait, quand on aura un peu plus avancé, on verra que Latte, c'est Pompéi, c'est un autre Pompéi. On Ah, n'a pas fait. carrément. Non mais on est loin d'avoir tout vu, hein, Ah à oui. Latte. On ne sait pas ce qu'il y a encore à trouver. En tout Dessous cas, les villas, c'est dessous les villas ou dessous les temps? Ou dessous un peu les partout. marais? Un peu partout. Un peu partout. C'est énorme. C'était énorme comme ville. Énorme. Et le littoral n'était pas tout à fait ce qu'il est maintenant, ou ce qu'il a été même pendant le Moyen-Âge, donc c'était plus facile d'accès. Et donc Latte, par le Lez, donc communiquait avec l'arrière-pays, donc il y avait un échange de marchandises, et c'est ce qui a fait sa prospérité. Voilà. Et le déclin de Latte, c'était en quelle Alors le année? déclin de Latte, s'est fait en plusieurs temps. D'abord, euh, le rattachement de Marseille à la Couronne de France. Et comme c'était loin, ben, il ne faut pas s'étonner d'avoir eu l'ouverture du port de Sète. Donc beaucoup de Montpellierins, enfin beaucoup, des Montpellierins qui avaient une activité artisanale, production de draps, c'est-à-dire de tissus par exemple, ont fait fortune en exportant par Sète. À Voilà. partir de quand? Au, au XVIIIe siècle, parce qu'il y a eu à un moment une remise en fonction du port de Latte sous Louis XIV, mais ça Ah, n'a pas pu d'accord. durer, parce que c'est le marquis de Solaz d'ailleurs qui avait été chargé de cette remise en activité, mais ça coûtait trop cher de désensabler constamment ce port, quoi. D'accord. Et Maguelone. Et Maglone, oui, Alors excusez-moi. Maguelone, c'est la tête de pont des Visigoths, donc là on remonte encore donc au 5e, 6e siècle, vers la vallée du Rhône pour barrer la route aux Sarrasins qu'il avait bien remonté, hein. Donc pour les empêcher au maximum d'avancer vers le reste de la Septimanie. Et puis, euh, donc les Visigoths, ce sont eux qui sont les fondateurs de Maguelone, en fait, tel que c'est, pas tel que c'est exactement, pardon, la base, si vous voulez, les fondations, parce qu'on a fait des fouilles, on a trouvé hein, les restes de l'ancienne basilique, même si on ne sait pas tout sur Maguelone, voilà. Mais c'est mal placé par rapport aux étangs qui ont évolué au cours des siècles. Les évêques, puisqu'il y avait un évêché, hein, à Oui, bien l'origine sûr. c'est Maguelone, les évêques se plaignaient, dit-on, d'être piqués par les moustiques. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas eu la démoustication, c'était assez difficile. Et donc petit à petit, c'est Montpellier qui a grandi, qui s'est imposé sur un site qui est quand même stratégique. Ça barre la route des étangs. Je pense que l'explication qui veut que Montpellier, ça veut dire le mont du Verrou. En effet, ça barrait la route du sel, la route des étangs, la route vers la mer. Et c'était vraiment le meilleur site. D'accord. Et pouvez-vous nous parler des relations sur le Lez entre Latte et Castelnau? Ah ben, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges. Les bateaux remontaient, Il est remonté jusqu'à Castelnau. oui, par halage, un phénomène, enfin, un principe du halage, hein, puisque Oui, les chemins existent encore, le chemin du halage. Moi, je me rappelle en avoir vu encore de ces chemins de halage avant les travaux au pont de Latte, là, d'accord. justement, hein, oui, de Du pont Carmont. de Latte Voilà, à Montpellier. voilà, c'est ça. Oui, Oui. Donc, ça ne devait pas toujours être facile, mais enfin, on y arrivait. Et donc, toutes les marchandises produites dans les pays qui correspondaient, enfin, qui échangeaient avec le Languedoc, et l'arrière-pays, par Castelnau. Voilà. d'accord. Castelnau est un ancien oppidum, antérieur à notre ère. À l'époque romaine, Castelnau était le point fort entre Lunel et Béziers, quoi. Euh, à propos de Béziers, on a fait beaucoup de découvertes, hein. Toutes ces dernières années, des découvertes archéologiques qui ont montré que Béziers, qui a peut-être une origine, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, carthaginoise, Ah oui? oui, parce qu'on a trouvé pas mal de poteries. Mais alors, est-ce que c'est un échange? Je ne connais pas euh, les dernières mises au point là-dessus.
En tout cas, Béziers, c'est c'est un point fort, hein. Je pense que dans les années qui viennent, on mettra, cette ville et son environnement mieux en valeur. D'accord. Quelles sont les grandes périodes historiques de Montpellier, ces périodes où il se passait quelque chose ici et pas ailleurs? Ah! Moi, je considère que l'arrivée de seigneurs comme Montpellier, c'est déjà un événement. Comme les Guillaume, pardon, c'est déjà un événement. Et leurs descendants, Jacques le Conquérant, fils de Marie de Montpellier et de Pierre de d'Aragon, qui n'a pas laissé un bon souvenir, mais Jacques le Conquérant, oui. Il a ouvert euh, une période vraiment très très brillante. Et les échanges se sont intensifiés parce qu'en plus, il a conquis ou racheté un certain nombre de lieux aux Sarrasins, aux musulmans. Et Comme ça fait un quoi? Comme pont, quoi? Valence. Valence, Ah oui, et les gens, les Valenciens d'aujourd'hui, parlent le même occitan, entre guillemets, que les Valence en Montpelliérains. Espagne. Oui, Oui, d'accord. Valence en Espagne. Donc, et les Catalans aussi, les gens se comprennent. Tout, cette, tout, ce, tout cet empire, on peut dire, de Jacques le Conquérant, c'est vraiment la grande période de l'histoire de Montpellier, l'âge d'or. D'accord. Et en quoi cette histoire est unique? D'abord, par cet aspect-là, cette Et, communication intense avec tout le bassin méditerranéen, en et un fait, hein. peu plus tard, Un peu plus tard, il y a des hauts et des bas hein, dans l'histoire de Montpellier. Qu'est-ce que c'est qui fait son rayonnement? C'est la médecine. C'est l'histoire de la médecine. Voilà. Donc, qui est encore actuelle, hein. quelle était la richesse de Montpellier avant la Révolution française? Alors, à la chasse de Montpellier, c'était Enfin, entre l'an 1000, la création de Montpellier, et la Révolution française. la production d'étoffes. Voilà, ce qu'on appelait des draps. Et tous les échanges qui en ont découlé. Et ça donnait du travail dans un très large arrière-pays, parce qu'il fallait fournir la laine qui servait à faire les étoffes. Et donc, il fallait qu'il y ait des éleveurs, qu'il y ait des propriétaires de troupeaux. Donc, jusqu'à Vieux-le-Fort, d'après ce que j'avais lu. Donc, ça fait quand même une certaine distance. Et ensuite, sur place, comme les métiers sont très réglementés, enfin, comment dire, il y a une spécialité par rue dans tout ce secteur où nous sommes. Il y avait, même par couleur, on n'avait pas les mêmes artisans. D'accord. De l'autre côté, il y a par exemple un nom qui est resté, rue de la Draperie Rouge. Ouais. Ensuite, il y Ça a, veut dire qu'on faisait les draps rouges dans cette rue. voilà, et pas très loin, la rue Draperie Saint-Firmin, parce que c'était près de l'église Saint-Firmin. Et en fait, du point de départ de Montpellier, hein, Saint-Firmin, c'est la première paroisse. D'accord. Et Montpellier est une circulade. Et pourquoi le prestige de cette faculté de médecine? Alors, la faculté de médecine a été fortement encouragée par les Guillem, justement. Au départ, les étudiants, c'était assez, comment dire, empirique. C'est-à-dire les étudiants, ceux qui voulaient devenir médecins, trouvaient un médecin qui valait bien les accueillir. Ils le suivaient dans ses visites. Ils écoutaient bien, ils apprenaient comme ça, hein. Ensuite, ils allaient ensemble chez l'apothicaire fabriquer les remèdes. Voilà. Ensuite, c'était quand même un peu pour les malades, c'était pas toujours rassurant. Donc, le pape, puisque la papauté a donc parraine un petit peu tout l'ensemble universitaire, euh, en 1180 et ensuite au début du XIIIe siècle aussi, il y a une intervention du pape pour créer une véritable école de médecine avec des examens et avec vraiment des épreuves pour que ce soit vraiment à un bon niveau. D'accord. C'est le pape qui est à l'origine de ça. Oui, avec l'approbation des Guillem qui ont toujours accueilli toutes les compétences, comme je vous disais. Donc, et alors les autres universités sont arrivées
bien après ou en même temps Après, un peu après. un peu Un peu après. après, oui. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite après la médecine comme type Ah, le droit. le droit, d'accord. Le droit, la médecine et le droit surtout. Alors, il y a les personnages célèbres à Montpellier, comme Rabelais, Oui, donc Urbain V qui a construit la oui, cathédrale, Jacques Coeur, Cambacérès, oui, Chaptal. oui. Il y en a Euh, encore plein. voilà. Ce vivier a été dû à l'université. Oui, oui. Et puis il y a Placentin pour le droit. Placentin venait d'Italie et il avait même été inhumé au cimetière qui se trouvait pas loin de l'église Saint-Denis actuelle. Il y avait un cimetière là. Et, Il a ouais. été recouvert par des maisons, ce cimetière. Oh, puis là, il y a des travaux aussi. D'accord. Et pourquoi il y avait ce creuset favorable à Montpellier enfin de personnages Ah, c'est la volonté des Guillaume surtout, qui ont vraiment géré leur ville. d'accord. Euh, Non, enfin, Jacques Coeur, c'est bien après Guillaume, non? alors, Jacques, c'est au XVe siècle, oui. Oui. À ce moment-là, Montpellier, Cambacérès, Chaptal, tout ça, là, c'est le Oui. 18e, Ouais. 19e siècle surtout, Ouais. hein, après la Révolution. Voilà. Et pourquoi ce creuset favorable alors? Ah ben, ça a continué, Montpellier a continué sur la lignée sur la lancée des Guillaume. Et puis culturel aussi, avec Ah oui, bien sûr. les peintres. Alors, au XIXe siècle, ce qui est étonnant, c'est de voir tous ces gens qui arrivent à Montpellier et qui sont à l'université, euh, donc acquièrent une compétence où ils apprennent bon, la peinture avec des maîtres qui existaient déjà, mais ils vont dépasser les maîtres. Euh, bon, Sébastien Bourdon, lui, c'est un Montpellierin, c'est un des grands. Hein. Et je pense que quand les gens ont visité le musée Fabre, ils se rendent compte du rayonnement, de la, comment dire, de, du degré artistique de tous les peintres et des sculpteurs de Montpellier. Ce musée Fabre est très très important pour ça. Alors ensuite, il y a eu le vent de folie qui a soulevé sur la ville avec les guerres de Ah, ça religion. c'est avant, au 16e Oui, siècle. avant, oui. Oui. Donc Ben, avec l'économie qui s'effondrait. ah oui, parce que Ça a duré combien de temps? plus de 70 ans, avec des périodes d'accalmie, mais enfin bon. Il y avait les canons qui étaient dans la citadelle à Joffre, qui étaient braqués sur la Ah, ça ville. c'est après le siège, parce que euh, donc il y a un personnage très ambitieux que moi je n'aime pas, mais bon. C'est donc le duc de Rohan qui a essayé de créer une république indépendante du Sud. Et en fait, c'est un personnage, une république protestante du Sud. Hein. Aujourd'hui, on ne pourrait pas admettre ça, parce que si un président du conseil régional était pris de folie et qui veuille créer une région indépendante de la France, ça serait une atteinte à l'intégrité de l'État, de la nation, enfin, comment, atteinte à l'intégrité du territoire plutôt. Louis XIII n'a pas admis, et il s'est mis en route avec Richelieu pour mettre le siège devant la ville en 1622. Voilà. Et après, Il a duré combien de temps ce siège? alors ouf, il a duré quelques semaines et les gens n'en pouvaient plus. En plus, c'était en été, donc il faisait très chaud et la lassitude était de part et d'autre. D'accord. Donc après, pour empêcher les Montpellierins de retomber dans leur folie précédente, on a construit, enfin Louis XIII a fait construire la cathédrale, pardon, excusez-moi, la citadelle, avec des canons effectivement braqués sur la ville. Off, non, c'était fini, de toute façon. Et au contraire, par la suite, il y a eu une entente entre les protestants et les catholiques. Euh, bon, tout le monde savait que tel ou tel était protestant, mais personne n'allait l'attaquer. Et à partir de là, la ville de Montpellier, d'ailleurs, a gagné cette réputation qu'elle a de ville ouverte, une ville très tolérante. D'accord. C'est à partir de quand que les protestants et les catholiques se sont entendus? Ben, dans le courant du XVIIe siècle, même si il y a eu des problèmes au temps de Louis XIV parce qu'il y a des pasteurs qui ont été exécutés, bon, c'est un épisode
qui est assez malheureux, mais il n'empêche que la ville elle-même était devenue beaucoup plus tolérante. D'accord. Et longtemps, Montpellier est apparu comme une ville de province dotée d'une petite bourgeoisie. De quand date cette rupture plan-plan un petit peu? Ah oui, c'est pas parce que les Parisiens racontent ça que c'est vrai, hein. Les Parisiens ont tendance à médire de tout ce qui n'est pas Paris. Euh, Disons que elle a trouvé une tranquillité, un ronronnement, avec quand même une certaine vie culturelle, il ne faut pas l'oublier. Et surtout au 19e siècle, elle s'est reposée un peu sur ses lauriers, c'est vrai. C'est avec le développement de l'économie un peu viticole autour Oui, dans voilà, oui, l'arrière-pays, un peu comme oui, Béziers, quoi. oui. Mais Béziers, c'était beaucoup plus fort, hein. C'était la viticulture a étouffé tout le reste. Parce que Béziers, dans des villes comme Béziers ou Nîmes, il y a eu aussi une activité économique beaucoup Oui. plus. Alors, ce qui fait que Béziers n'est pas devenue la capitale de l'Hérault, elle aurait pu. C'est que en- l'Assemblée, donc, enfin, à Paris, on a décidé que c'était Montpellier. D'accord. Donc, ça donne un coup d'arrêt au. Alors vous êtes toulousaine, vous dites que Montpellier est Non, beau. Non, non, je suis pas d'origine toulousaine. gersoise. Ah oui, Oui, mais Gers, le Gers, ma c'est aux portes de famille, Toulouse. ma famille est originaire du Gers, oui, Ouais. essentiellement. Vous avez fait vos études à Toulouse, c'est Surtout à Montpellier. ouais, à Montpellier aussi. Montpellier Vous surtout. dites Montpellier, c'est beaucoup plus riche Ah oui. au niveau des universitaires, des Au arts, de niveau la de. culture. Pourquoi? Euh, non, ce que je disais, c'est que Montpellier a une histoire beaucoup plus riche, il me semble, hein, que celle de Toulouse. Il y a eu beaucoup de personnages, beaucoup plus de personnages importants. Ça ne veut pas dire que Toulouse soit une ville qui n'a pas d'histoire, hein, j'ai pas dit ça, hein. D'ailleurs, elle est beaucoup plus ancienne que, que Montpellier, mais elle n'a pas réussi à imposer ça, par exemple, sa faculté de médecine, comme Montpellier. Même si elle a eu encore une fois, elle aussi, des grands personnages, mais pas autant qu'à Montpellier. Des gens qui ont vraiment, vraiment fait de Montpellier ce qu'elle est devenue. Et est-ce qu'on peut dire que la création de la région Occitanie contribue-t-elle au déclin ou comme c'est Toulouse qui a pris un peu le leadership, hein? Alors ça s'explique par le fait que Toulouse est une ville qui a 2 fois plus d'habitants que Montpellier et qui a une activité industrielle. Bon, il y avait des conditions favorables, il n'y en avait pas pour une industrie vraiment à Montpellier. Elle a toujours été, sur ce plan-là, Montpellier, moins active, on va dire. Mais bon, pour développer une industrie, il faut aussi les ressources de la région immédiate. Est-ce qu'on peut parler de déclin de Montpellier? Oh non, non, non. Oh non, je suis pas d'accord. Ah non, mais je vous pose la question. Non, Non, mais non, comme non. c'était capitale régionale, maintenant Oui, c'est number two. oui. Voilà. On Non, est mais passé on a rétrogradé quand même. ben, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne pouvait pas rivaliser. Quel critère on a pris pour choisir Toulouse? C'est le nombre d'habitants et les activités industrielles, comme l'aviation. On n'a pas l'équivalent à Montpellier. On a mis, on a préféré choisir ce critère-là. On a quoi comme critère important à Montpellier? Ah ben, l'université, d'abord. Oui, à part l'université. Le tourisme. Ouais. Le tourisme avec un patrimoine historique très, très magnifique, en fait, hein. Voilà. C'est pour ça Autre chose? que c'est sur d'autres plans qu'elle rayonne Montpellier D'accord. par rapport à Toulouse. Et je préfère Montpellier. Bon, C'est le plan immatériel. pas seulement, parce que la médecine, heureusement, il y a des compétences. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous.